Donc, je voudrais, au début de ce staff, souhaiter la bienvenue à tous nos amis qui sont en train de nous suivre actuellement. Je voudrais remercier la Société tunisienne des maladies respiratoires pour cette occasion qui nous a été donnée pour qu'on discute d'un sujet qui malheureusement reste d'actualité, surtout que maintenant on est en train de remarquer une certaine recrudescence de la COVID-19 avec un nombre de plus important dans nos services de pneumo et dans les services de réanimation. Et c'est une maladie qui continue à nous poser beaucoup de problèmes parce qu'on est en train de la découvrir. J'ai le plaisir, en fait, de modérer cette séance et je remercie la société de m'avoir associé à cette réunion en compagnie avec mon ami, le professeur Béchir Louzir. Et nous avons, en fait, l'honneur et le plaisir cette fois-ci, et ceci contrairement au staff interservice organisé habituellement par la Société tunisienne des maladies respiratoires, d'avoir la possibilité, vous voyez que finalement la COVID, il n'y a pas que des inconvénients, il y a quelques avantages. Donc, avec cette réunion, ce staff à distance, on a le plaisir, en fait, d'associer nos amis de l'intérieur du pays. Et je vais donner tout de suite la parole à mon ami, M. Louzir, pour nous présenter les trois candidats et pour démarrer avec le premier cas clinique. Merci, Rida. Merci, Rida. Je veux aussi partager, d'être ensemble ce soir pour animer. Salut. Mon ami, salut Agnès. Mon ami Rida Charfi pour modérer cette séance. Je tiens à remercier la Société des maladies respiratoires et Agnès ici présente, notre présidente, de nous avoir confié cette tâche de modérer cette séance. Et je crois que, comme on a tous constaté cette recrudescence ces 3 derniers jours de la pandémie, je pense qu'on est en pleine 3e vague. Nous, entre avant-hier, on a admis le même jour 8 patients, le Lyoum 4 patients, des malades qu'on est en train de transférer en réa. Il y a de la pression aux urgences et vraiment, c'est aujourd'hui, l'hôpital, on s'est réunis pour s'organiser de nouveau par rapport à cette nouvelle vague. Et donc, Inch'Allah, l'humour se passe bien. Inch'Allah, que la population prenne conscience de ce qui se passe pour qu'on puisse mener au mieux face à cette pandémie. Alors, Agnès, je pense qu'on peut démarrer, on peut commencer par les cas. Absolument, merci beaucoup à vous deux d'être là, à tout le monde d'être avec nous. Et oui, il vaut mieux commencer à l'heure pour finir à l'heure. Et comme tu dis, croisons les doigts parce que ça a l'air d'être assez brutal cette fois-ci. Ouais. Alors, sans tarder, je vais donc donner la parole à Dr Fqir de Nebel, c'est ça, de Monastir, Dr Fqir de Monastir, de nous présenter le premier cas. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui, je partage l'écran. Vous voyez mon écran? Vous voyez l'écran? Oui, on le voit, oui. Donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui un cas clinique à propos de l'atteinte hépatique au cours du Covid-19. C'était un cas vu à notre service de pneumologie de l'EPS Fatouma Bourguiba de Mestir. Il s'agit d'une femme âgée de 67 ans, admise le 17-10-2020 dans notre service pour une pneumopathie à SARS-CoV-2. Elle est diabétique depuis 15 ans sous insuline, opérée pour cataracte, G6, P6A0. Elle n'avait pas une hépatopathie antérieure. Donc, dans ses habitudes de vie, on note l'absence d'une allergie médicamenteuse connue. Elle n'est pas tabagique. Elle n'a pas une consommation d'alcool, pas de scarification, absence de soins dentaires préalables, pas de transfusion, pas d'antécédent d'un geste endoscopique. Son histoire remonte à 7 jours, marquée par une toux sèche, une dyspnée, anosmie et agueusie, sans signe digestif. PCR SARS-CoV-2 faite 2 jours avant l'admission était positive.
L'examen à l'admission a montré une patiente polypnéique, saturation à 95% sous 12 litres d'oxygène via un masque à haute concentration, soit un PaO2 sur FiO2 à 220, témoignant d'un SDRA léger. Elle était stable sur le plan hémodynamique, pouls à 81 battements par minute, tension correcte. Elle était consciente, coopérante, bien orientée, pas de signe d'encéphalopathie hépatique ou hypercapnique. Donc, l'examen clinique note l'absence d'un ictère cutanéo-muqueux, pas d'acide, pas d'œdème de membre inférieur, pas d'hépatosplénomégalie. Son diabète était déséquilibré avec un dextro à 4 grammes et acétonurie négative. Les bilans biologiques à l'admission a montré un chiffre des gamma-GT très élevé à 489, soit 8 fois la normale. Les chiffres d'azate étaient à peu près à 2 fois la normale. Les phosphatases alcalines également étaient élevées à 2,5 fois la normale. Pas de perturbation au début de la bilirubine. Notre conduite était de mettre la patiente sous céfotaxime 1 gramme x 3, ofloxacine 200 1 flacon x 2 par jour, dexaméthasone 6 mg avec le traitement adjuvant, héparinothérapie à 4000 unités x 2 par jour et vitaminothérapie à base de vitamine C et zinc. L'évolution, donc sur le plan respiratoire, l'évolution était favorable. On note une amélioration progressive de la dyspnée, une diminution des besoins en oxygène. On a passé du masque à haute concentration vers les lunettes nasales à peu près à J5 d'hospitalisation. Un sévrage en oxygène à J21. Alors que sur le plan hépatique, on note une aggravation progressive, apparition progressive d'un ictère cutanéo-muqueux au bout de 7 jours, des douleurs abdominales diffuses, des urines foncées et des selles décolorées, témoignant d'un ictère cholestatique. On note parallèlement une aggravation progressive du bilan hépatique. En effet, les chiffres de transaminase a augmenté progressivement, allant de, par exemple pour la LAT, elle a augmenté de 77 à l'admission jusqu'à 318 à J24. Les chiffres d'ALAT également a augmenté de 51 à 238, 248 à J17 et à J24. L'augmentation était plutôt marquée sur les enzymes de la cholestase, les gamma-GT et la phosphatase alcaline, et surtout sur la gamma-GT. Elle a augmenté de 489 à l'admission jusqu'à 1342 à J27. Également, les phosphatases alcalines de 162 à l'admission jusqu'à 733 à J27. La bilirubine était au début normale, mais elle a augmenté à partir pratiquement de J17, de 23 à 203. Elle a multiplié par 10 en 10 jours. C'était après dominance bilirubine conjuguée. Alors que le TP à l'admission était à 100%, il a diminué jusqu'à 70% à J27. On note également une hypoalbuminémie à J27 à 25 grammes par litre, alors qu'elle était à 29 à l'admission, à J24. Les chiffres des plaquettes étaient toujours à 100 000 stables, sans autre anomalie à l'anaphyse. Il s'agit alors d'une cytolyse hépatique associée à une cholestase hépatique et surtout une cholestase hépatique. Première question. Quelle étiologie de cette cholestase avec cytolyse faut-il éliminer en premier? 1. L'hépatite virale A. 2. L'hépatite virale B. 3. Un obstacle au niveau de la voie biliaire principale. 4. L'hépatite médicamenteuse. 5. L'hépatite auto-immune. 30 secondes de réflexion. Répondre une seule réponse ou on peut répondre à plusieurs? Une seule réponse. Quelle étiologie? Une seule réponse. Une seule réponse. Oui. Je passe, Mariam. Alors, faut-il éliminer en premier? La réponse prédominante, c'est l'hépatite médicamenteuse. En fait, c'est la deuxième cause qu'il faut éliminer. D'abord, il faut éliminer une urgence chirurgicale. Il faut éliminer d'abord un obstacle au niveau de la voie biliaire principale. Devant une cholestase, la première étiologie à éliminer, c'est une urgence chirurgicale. Elle était éliminée chez notre patiente via un scanner abdominal fait à J16, montrant un foie de taille normale, des contours réguliers, pas de dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques, pas d'épanchement intrapéritonéal. La deuxième étiologie à éliminer, c'est l'hépatite médicamenteuse. Notre patiente n'a pas pris un médicament hépatotoxique avant l'admission. On a arrêté l'antibiothérapie à J10 de la prise en charge. On a entamé une enquête de pharmacovigilance qui n'était pas en faveur de l'origine médicamenteuse de cette atteinte
vu que les bilans hépatiques étaient déjà perturbés dès l'admission, même avant de commencer l'antibiothérapie. S'agit-il d'une hépatite aiguë virale elle était éliminée devant la sérologie négative de l'hépatite B et de l'hépatite C et déjà l'absence des facteurs de risque chez cette patiente. Donc, l'autre étiologie qui était le diagnostic différentiel le plus important dans ce cas, c'est la cirrhose biliaire primitive, une atteinte auto-immune au cours de la cirrhose biliaire primitive. Notre deuxième question, Maria, quel anticorps fait partie des critères diagnostiques de la cirrhose biliaire primitive, à votre avis? Quel anticorps? Un seul anticorps. L'anticorps antinucléaire, l'anticorps antimitochondrie, l'anticorps antimuscle lisse, l'anti-SP100, l'anti-GP210. 30 secondes de réflexion. Alors, oui, c'est bien. Tout le monde a répondu presque l'anticorps antimitochondrie. Oui, c'est l'anticorps antimitochondrie qu'il faut demander lors de la suspicion d'une cirrhose biliaire primitive. Il est positif dans 95% des cas des cirrhoses biliaires primitives. Alors, la cirrhose biliaire primitive était pour le moment éliminée, vu que les anticorps étaient négatifs dans notre cas. S'agit-il d'un syndrome de chevauchement fait des cirrhoses biliaires primitives avec hépatite auto-immune? Tous les anticorps étaient négatifs, les anticorps antimuscle lisse, les anticorps antinucléaires. Alors, est-ce que c'est les SARS-CoV-2 qui étaient vraiment celui responsable de l'atteinte hépatique chez cette patiente? On a discuté la PBF avec les gastrologues, mais les TP étaient bas, ne permettant pas de faire la ponction biopsie du foie. On a complété par une PCR COVID qui était négative à J27 d'hospitalisation, permettant de faire sortir la patiente et l'adresser au service de gastrologie. Par la suite, la patiente était malheureusement perdue de vue. Elle a reconsulté le 23/12/2020, soit 2 mois et demi de début de symptômes, pour être hospitalisée au service de gastrologie dans un tableau fait d'une acide de grande abondance, des œdèmes de membres inférieurs, bilatéral, blanc mou gardant les godets, des ictères cutanéo-muqueux, un ictère cutanéo-muqueux généralisé. Sur le plan respiratoire, elle n'était pas hypoxique, saturation correcte, il n'y avait pas de détresse respiratoire. La radiothorax faite à l'admission au service de gastro a montré un léger syndrome interstitiel avec une petite ascension de la coupole diaphragmatique droite. La biologie était la suivante, une élévation essentiellement des bilirubines totales à 271, la bilirubine conjuguée à 201, une élévation des phosphatases alcalines à 2 fois la normale, des gamma-GT à 5 fois la normale, une insuffisance hépatique comme en témoigne un TP bas à 55%, il était à 100% à l'admission au service de pneumo, une hypoalbuminémie toujours constante à 26 mg par litre. Il s'agit alors d'une hépatopathie cholestatique. Quelle est l'étiologie? Donc, comme d'habitude, ils ont éliminé en premier une urgence chirurgicale en faisant une échographie abdominale. Cette échographie a montré l'absence d'un obstacle au niveau des voies biliaires qui était mince, perméable, alors que le foie il était dysmorphique, de contour irrégulier, la rate était augmentée de taille, témoignant d'une hypertension portale, et l'écho a objectivé un épanchement intrapéritonéal de grande abondance. Il s'agit alors d'un foie d'hépatopathie chronique avec des signes d'hypertension portale. Un complément par fibroscopie œsogastro-duodénale a mis en évidence des varices œsophagiennes grade 1 et 2 avec des signes rouges et une gastropathie hypertensive modérée. Il s'agit donc au total d'une cirrhose hépatique devant 3 arguments, un foie dysmorphique à l'imagerie, des signes d'insuffisance hépatique, essentiellement un TP bas et une hypoalbuminémie, avec un syndrome d'hypertension portale, comme en témoigne l'imagerie et l'endoscopie, la présence essentiellement des varices œsophagiennes. Alors, la sévérité de cette cirrhose évaluée par le score de Child, comme vous le savez, c'est un Child C, donc c'est un stade très avancé de la cirrhose hépatique, à 11 points, devant l'hypoalbuminémie à 26, TP bas, l'acide de grande abondance. Le diagnostic étiologique, point d'interrogation, c'est une hépatopathie cholestatique évoluant rapidement vers la cirrhose. Qu'est-ce que ça peut être? Ils ont refait l'enquête étiologique encore une fois. Toujours les sérologies de l'hépatite B et C sont éliminées, permettant ainsi d'éliminer formellement une hépatite B ou C.
La cirrhose biliaire primitive, le diagnostic différentiel le plus important, il était évoqué devant 1. Le terrain, c'est une femme de la soixantaine. 2. La cholestase, mais l'installation était plutôt rapide chez notre patiente, alors que l'installation de la cirrhose biliaire primitive est habituellement très progressive. C'est au bout de 10 ans généralement. Les anticorps antimitochondrie faits à 2 reprises sont toujours négatifs. Je vous rappelle les critères diagnostiques de la cirrhose biliaire primitive. Selon l'American Association Society of Liver Disease de 2009, elle exige au moins 2 critères de ces 3 critères. Des signes biochimiques de cholestase, reposant principalement sur l'activité sérique de phosphatase alcaline, le cas de notre patiente, la présence d'anticorps antimitochondrie ou des lésions de cholangite destructrice non supérées des canaux biliaires interlobulaires à la PBF. Donc, selon cette association, on peut retenir ce diagnostic si, devant l'élévation de phosphatase alcaline, la présence anticorps antimitochondrie positive ou bien la PBF. Alors que selon l'European Association for the Study of the Liver 2009, elle exige seulement 2 critères, une élévation inexpliquée de phosphatase alcaline et une recherche positive d'anticorps antimitochondrie. Elle n'exige pas la ponction biopsie du foie. Au total, c'est une hépatopathie cholestatique au stade de cirrhose hépatique liée très probablement à l'infection par le SARS-CoV-2, vu qu'on a pu éliminer les autres causes usuelles de l'atteinte hépatique. Le foie et le SARS-CoV-2, quelle physiopathologie? Alors, comment peut-on expliquer l'atteinte hépatique au cours de l'infection par le SARS-CoV-2? Plusieurs publications figurent dans la littérature pour répondre à cette question, dont j'ai choisi ce schéma. En fait, comme vous le savez, le SARS-CoV-2 pénètre dans les cellules de l'organisme à travers le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, lequel le récepteur se trouve abondamment dans les différents organes et surtout au niveau des cellules alvéolaires. À noter qu'il est exprimé par les cholangiocytes autant que par les cellules alvéolaires de type 2. Ce qui explique l'affinité du SARS-CoV-2 aux cholangiocytes. Donc, ce mécanisme est probablement multifactoriel. Premièrement, l'atteinte hépatique, elle serait secondaire, premièrement, à l'orage cytokinique au cours du sepsis et aussi à l'hypoxémie secondaire à l'insuffisance respiratoire aiguë. La deuxième explication serait l'intoxication médicamenteuse et surtout les paracétamols pris à des doses toxiques, mais aussi le lopinavir et ritonavir qu'on n'a pas prescrit chez notre patiente. Troisième cause, c'est les microtrombies au niveau des sinusoïdes hépatiques qui étaient mises en évidence sur des pièces d'autopsie. La quatrième explication, c'est la présence antérieure d'une hépatopathie jusque l'admission non connue. Et la dernière explication, c'est la dernière explication, c'est l'agression directe des cellules hépatiques et en particulier des cholangiocytes par le virus, qui est probablement le cas de notre patient. Tous ces mécanismes se traduisent différemment sur le plan biologique. En effet, comme dans notre cas, lorsque l'atteinte est expliquée plutôt par une agression directe du virus envers les cholangiocytes, on note une élévation prédominante sur les gamma-GT, sur les phosphatases alcalines et sur la bilirubine, contrairement aux autres étiologies qu'on vient de citer, d'autres mécanismes. Donc, troisième question. À votre avis, la fréquence de l'atteinte hépatique au cours de SARS-CoV-2 est de l'ordre de 1 à 2%, 5%, 15 à 60%, 80 à 95% ou elle est constante? 30 secondes de réflexion. 45% pour la troisième réponse. Oui. Alors, c'est entre 15 à 60%. Oui, c'est ça. C'est différent selon les études, mais c'est généralement entre 15 à 60% l'atteinte hépatique chez les malades ayant une infection par le SARS-CoV-2. Donc, cette publication acceptée par The Lancet regroupe quelques études qui se sont intéressées par l'atteinte hépatique au cours du COVID-19. La première étude incluant 1099 patients, dont approximativement le 1/4 avait des chiffres de transaminase élevés. Cette élévation est corrélée, grosso modo, à la sévérité de la maladie.
Donc, les autres études, comme vous voyez, c'est presque les mêmes chiffres, à peu près les mêmes chiffres, avec 2 cas d'atteinte hépatique très sévère, dont l'une était fatale. Cette méta-analyse qui regroupe 128 études allant du 1er décembre 2019 au 5 avril 2020 a trouvé une hyperbilirubinémie chez 10% des malades, une élévation des transaminases chez à peu près le 1/4 des malades, élévation de la phosphatase alcaline chez 7,4% des malades, des gamma-GT chez 27% des malades et une hypoalbuminémie chez à peu près le 2/3 des patients. Encore une autre étude renfermant 36 et une autre méta-analyse renfermant 36 études incluant 20 724 patients a montré une anomalie du bilan hépatique, toute anomalie confondue chez à peu près la moitié des patients, une hyperbilirubinémie chez 8% des patients, élévation des transaminases chez toujours à peu près le 1/4 des malades, gamma-GT à 22% et phosphatase alcaline élevée chez 5,7% des patients. Alors, revenons à notre patiente. Donc, elle n'a pas reçu un traitement spécifique. Bien sûr, on n'a pas un traitement spécifique pour le SARS-CoV-2. Un séjour en gastro de 17 jours. La prise en charge était essentiellement symptomatique, basée sur une évacuation de liquide d'acide. On a évacué à peu près 3 litres. Donc, la dernière question. La prise en charge de notre patiente pourrait comporter, à votre avis, donc des diurétiques, des bêta-bloquants, un régime hypersodé, l'acide urodésoxycholique, des immunosuppresseurs. À vos claviers. Diurétique, oui. Bêta-bloquant, oui, vu la présence des varices œsophagiennes. Régime hypersodé, non, c'est un régime hyposodé. L'acide urodésoxycholique devant la cholestase, c'est pour essentiellement diminuer le prurite chez la patiente. Les immunosuppresseurs ici, ils n'ont pas de place, puisque ce n'est pas une hépatite auto-immune. Donc, les diurétiques, bêta-bloquants et acide urodésoxycholique. Alors, à la fin, quelques recommandations devant ce cas clinique après une petite revue de la littérature. L'atteinte hépatique au cours du COVID-19 est généralement peu sévère et transitoire, ce qui n'est pas le cas chez notre patiente. Le bilan hépatique doit être demandé systématiquement à l'admission d'un patient atteint du COVID-19. Les sérologies B et C, il convient de les demander dès qu'on a un bilan hépatique perturbé, avec une surveillance rapprochée du bilan hépatique. Il convient de poursuivre un traitement efficace, essentiellement les corticoïdes et les antibiothérapies, mais via un monitoring rapproché du bilan hépatique. La sévérité de l'atteinte hépatique est généralement corrélée à la sévérité de l'atteinte respiratoire. Et si vous avez un bilan hépatique perturbé, n'hésitez pas à impliquer le gastrologue dans la prise en charge. Et merci pour votre attention. Très bien. Merci, monsieur. Alors, je vois une question qui a été posée par Dr Sonia Mahalej. L'atteinte cytolytique est-elle plus fréquente que l'atteinte cholestatique? C'est surtout l'atteinte cholestatique parce que c'est le récepteur de l'angiotensine 2. Il est plus présent au niveau de cholangiocytes qu'au niveau des hépatocytes. D'accord. Donc, c'est une atteinte essentiellement cholestatique. J'ai en fait une petite remarque. C'est-à-dire qu'on décrit finalement, c'est un cas qui est très intéressant et qui en fait rapporte des anomalies en fait pendant la phase aiguë. Et nous avons la chance aussi d'avoir l'évolution après 2-3 mois. Alors, autant, c'est-à-dire la présence de ces anomalies pendant la phase aiguë est assez fréquente, elle est assez connue, même si elle est plus décrite dans des formes sévères. Je pense que le cas qui a été présenté, il n'est pas très sévère, malgré tout.
Alors, ce qui m'a étonné, c'est un peu l'évolution un peu vers la cirrhose. Est-ce qu'on a rapporté dans la littérature une fréquence importante, parce que dans le rappel que vous avez donné, vous avez cité les différentes anomalies qu'on peut avoir, mais seulement l'évolution après 2, 3 mois. Est-ce que vous avez trouvé dans la littérature des cas fréquents de formes d'atteinte hépatique qui ont évolué vers la cirrhose? Dans notre cas, ça s'est arrivé après 2 mois seulement. Est-ce que vous avez trouvé la même chose dans la littérature? Sincèrement, je n'ai pas trouvé des cas fréquents. C'était 1 ou 2 cas publiés en tant que case report, qui était une atteinte hépatique très sévère, mais c'est très rare, a priori, dans ce que j'ai vu dans la littérature. Oui. Donc, et puis oui. Oui, oui c'est Béchir, vas-y. L'originalité de cette observation, c'est cette évolution finalement de manière rapide vers une cirrhose. Parce que les atteintes hépatiques sont, comme vous l'avez bien dit, et vous l'avez même estimé, enfin, de par la littérature, entre 15 et 60%. C'est ce que nous rencontrons dans les malades. Pratiquement tous les malades graves qui ont les Covid ont souvent des élévations des transaminases et des phosphatases alcalines. C'est vraiment assez souvent. Donc, moi, je me mettrais plus vers le côté 60-50% que 10-15%. Donc là, ce qui n'est pas habituel et ce qui n'est pas fréquent, c'est ce passage rapide vers une cirrhose avérée. Alors, on revient toujours, est-ce qu'on peut retenir le diagnostic de cirrhose sans faire la biopsie, parce qu'on a l'hypertension portale qui est installée, il y a les varices œsophagiennes, ou on peut considérer que c'est une hépatite fulminante grave due au SARS-CoV-2. Voilà la question que je pose. Et cette question, je pense, elle est partagée par pas mal de participants. Zohair Pessois, il me demande pourquoi on n'a pas fait la ponction biopsie et est-ce qu'elle est hépatique et est-ce qu'elle est indiquée. Et Hedi Herrera, il demande à quel moment on commence ces explorations, je dirais, approfondir les explorations à visée digestive. Hejr Rassil demande est-ce qu'il y a un délai dans la littérature par rapport à l'installation de cette cirrhose rapide, en quelque sorte. Pour la première question, pourquoi on n'a pas fait une ponction biopsie du foie? En fait, parce que les chiffres de TP ne permettent pas. Il était à 55%. Deuxième question quant à la cirrhose. Le diagnostic de cirrhose… Il n'est pas une contre-indication absolue. Ils peuvent donner les facteurs de coagulation et faire la biopsie si elle s'impose. Mais bon. Les gastrologues n'étaient pas en faveur de faire une ponction biopsie du foie. Pour la deuxième question, pour retenir le diagnostic de cirrhose, en fait, on n'a pas besoin de faire une ponction biopsie de foie. C'est un faisceau d'arguments. Comme j'ai présenté dans la plaque, c'était un TP bas, l'imagerie, les varices œsophagiennes suffisent pour retenir le diagnostic de la cirrhose hépatique toute venante. L'autre question, c'est quoi? Et c'était à quel moment on décide de faire des explorations invasives quand on a des manifestations, des perturbations du bilan hépatique? Donc, du moment qu'on a éliminé l'origine médicamenteuse et que toujours les enzymes hépatiques ne cessent pas d'augmenter, alors il faut se poser la question, est-ce que c'est seulement le SARS-CoV-2 qui peut donner ça ou faut-il éliminer les autres étiologies? Essentiellement, lorsque les bilans hépatiques restent, ils augmentent donc toujours progressivement et on ne trouve pas une amélioration après l'arrêt des traitements antibiotiques. Il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'au début de la pandémie, il y a plusieurs articles qui ont parlé de différentes atteintes. Et lorsqu'on voit la littérature au cours des 2-3 derniers mois, on insiste de plus en plus sur le fait que certaines anomalies qu'on peut observer chez les malades qui ont la COVID sont en rapport avec des maladies qui existaient avant l'infection et qui se sont peut-être aggravées après. Je ne sais pas, est-ce qu'en discutant avec les gastro-entérologues, est-ce que le fait que le bilan est resté négatif, on ne peut pas penser à autre chose, surtout qu'aujourd'hui, on est actuellement au stade de cirrhose.
Je pense que le diagnostic, le rapport avec la COVID doit être fait après avoir vraiment bien éliminé toutes les autres étiologies. Et puis, une cirrhose qui évolue comme ça en 2 mois, est-ce que les gastro-entérologues, est-ce qu'ils vous ont rapporté d'autres pathologies qui peuvent évoluer d'une manière assez fulminante, de cette manière-là? Ce sont généralement les hépatites mais chez notre patiente, les sérologies, elles étaient négatives. Le diagnostic différentiel le plus important, c'était la cirrhose biliaire primitive devant les terrains chez cette patiente. Mais l'installation de la cirrhose biliaire primitive, c'est généralement insidieuse. Et la négativation des anticorps anti-mitochondrie a permis presque d'éliminer les diagnostics. Normalement, elles sont présentes chez 95% des cas de cirrhose biliaire primitive. Donc, c'était le diagnostic différentiel le plus important. Alors, il y a deux autres questions. Est-ce qu'on peut éliminer d'une manière définitive une toxicité liée au paracétamol? Est-ce que la patiente a pris, est-ce qu'elle avait une fièvre persistante? Est-ce qu'elle a consommé du paracétamol? Donc, elle était apéritique à l'admission et à la reprise de l'interrogatoire. Il n'y avait pas une consommation de paracétamol, c'était plutôt des vitaminothérapie. Elle a consulté rapidement aux urgences et rapidement hospitalisée. Alors, une question qui revient, et elle était posée c'est par rapport à l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, on est dans une hépatite toxique, une hépatite cholestatique qui apparemment est en train d'évoluer. Quelle est la place? Pourquoi vous avez maintenu l'antibiothérapie pendant 10 jours? Est-ce qu'il y a une prescription systématique de l'antibiothérapie pour les patients qui sont admis comme ça dans un tableau de Covid? Ça a été posé par Fatma Chermiti, Oui. et par d'autres aussi. Élimination. Généralement, aussi. dans notre... Oui, allez-y. Oui. Dans notre service, généralement, les malades qui sont un peu graves, elle a eu besoin de 12 litres d'oxygène par masque à haute concentration. On met une antibiothérapie probabiliste. Et le fait de n'arrêter l'antibiothérapie qu'à J10, c'était parce que la fréquence de surveillance des bilans hépatiques n'était pas très, très rapprochée. Donc, à J3, à J6, à J9 à peu près, la décision d'arrêter vraiment les antibiotiques était arrivée un tout petit peu en retard. Bon, la recommandation, si on veut tirer des conclusions, la recommandation actuelle, quand on est devant une pneumopathie SARS-CoV-2, pneumopathie Covid, tant qu'on n'a pas isolé, on n'a pas confirmé par PCR la présence de Covid, on est en droit de mettre l'antibiothérapie probabiliste. Et théoriquement, dès qu'on a la confirmation de l'affection Covid, on assure la désescalade, sauf on a des éléments vraiment costauds en rapport avec une surinfection. Là, il y avait les deux choses. Il y avait la confirmation que vous avez dès le départ du PCR et il y avait la toxicité, incontestable. Toxicité ou hépatite à SARS-CoV-2, c'est peut-être une raison qui était à arrêter, qui poussait à arrêter peut-être l'antibiothérapie un peu plus tôt. Oui, mais seulement, il ne faut pas oublier que c'est un cas, la patiente a été prise en charge le mois d'octobre. Et il faut signaler que c'est-à-dire qu'actuellement, on ne recommande plus de donner les antibiotiques, sauf si nous avons des éléments, des arguments donc suffisants en rapport avec une infection bactérienne. Il faut dire que le mois d'octobre, en fait, nous avions l'habitude, nous aussi, de donner des antibiotiques. Mais il est vrai qu'actuellement, on le fait de moins en moins, sauf dans les cas où on a vraiment une augmentation donc après quelques jours de la CRP ou éventuellement des globules blancs ou des éléments en faveur d'une infection bactérienne. Mais le mois d'octobre, je pense que tout le monde, à l'époque, mettait les malades sous antibiotiques. Il est vrai qu'avec l'atteinte hépatique qui a été constatée, est-ce qu'il ne fallait pas arrêter plus rapidement? Oui, évidemment, la question elle peut se poser. Alors, je ne sais pas si nous avons une toute dernière question, parce que, alors, une autre question qui est en fait posée par le docteur Leila Al-Gharbi. Est-ce que nous avions une autre possibilité thérapeutique si la patiente était prise en charge un peu plus tôt? Si la patiente n'a pas été perdue de vue, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose selon les gastro-entérologues?
n'ai pas vraiment de réponse, mais peut-être il aurait pu mettre des corticoïdes, je pense, pour ne pas évoluer à ce stade. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Et puis aujourd'hui, vu le stade d'évolution, je pense que ton pronostic est très mauvais pour la patiente. Oui, bien sûr, cirrhose hépatique. Oui, tout à fait. Bien, je pense, Béchir, nous avons fait le tour de la question. Hein, et on est presque dans les temps. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, C'est bon. Je pense que je te donne la parole pour présenter la deuxième présentation. Bien, alors, je voudrais remercier Mme Wafef-Pri ainsi que l'équipe de Monastir pour cette excellente présentation. Et nous allons maintenant, en fait, remonter un peu vers le nord pour aller à Nabeul avec le docteur Nader Guedr et l'équipe donc Edia Ghalayri. À vous la parole pour le deuxième cas clinique. Alors, ce serait bien si on reste dans les 15 minutes pour laisser assez de temps à la discussion. Voilà, allez-y, je vous en prie. Donc, bonsoir à tous. Je vais partager mon écran. Donc, chers confrères, je vais vous présenter un cas clinique qui nous a posé un problème de prise en charge thérapeutique. Il s'agit d'un patient âgé de 47 ans, originaire de Bizerte, transféré du service de réanimation à J30 d'hospitalisation pour complément de prise en charge d'une infection Covid-19 dans sa forme sévère. Il est non tabagique et comme antécédent, il a une HTA traitée par ARA2 et inhibiteur calcique et un SAS sous PPC. L'histoire de la maladie remonte au 1er décembre 2020, marquée par l'installation d'une toux, asthénie et dyspnée dans un contexte fébrile, d'où une PCR SARS-CoV-2 a été faite, revenue positif. Devant une désaturation à 90% à l'air ambiant, le patient a été hospitalisé à l'hôpital régional de Manzal Bourguiba le 8 décembre 2020, où une TDM thoracique a été faite, objectivant une atteinte parenchémateuse estimée entre 25 à 50%. Et la conduite à tenir était de mettre le patient sous oxygène 6 litres par minute, HBPM dose préventive, dexaméthasone 6 mg par jour, protection gastrique et antibiothérapie. 2 jours plus tard, le patient s'est aggravé avec une augmentation des besoins en oxygène et une saturation à 88% sous 12 litres d'oxygène, masse de concentration, d'où son transfert au service de réanimation de notre hôpital. L'examen au service de Réa trouve un patient en IRA, pas de retentissement neurologique ni hémodynamique. À la biologie, une hyperleucocytose à 12 700 après dominance PNN, une lymphopénie à 400, une thrombopénie à 98 000, une CRP à 302 et des dédimères à 1165. La conduite à tenir était de mettre le patient sous oxygène au débit, 40 litres par minute, décubitus ventral, majoration de la corticothérapie à 8 mg x 2, HBPM 0,8 x 2 et antibiothérapie compte tenu de la gravité du tableau clinique et du syndrome inflammatoire biologique, avec une bonne évolution clinique et une baisse des besoins en oxygène de 40 à 16 litres par minute. À J10 de prise en charge en réanimation, soit J20 de symptômes, le patient s'est aggravé sur le plan respiratoire avec une augmentation des besoins à 40 litres par minute, une tachycardie. À la biologie, une élévation des dédimères à 1820, une lymphopénie à 600, une baisse de la CRP à 32. Une angio-TDM thoracique a été faite, infirmant le diagnostic d'embolie pulmonaire, mais a mis en évidence une extension des lésions avec une atteinte critique supérieure à 75%. De poursuivre l'oxygénothérapie, la corticothérapie et l'anticoagulation avec une bonne évolution clinique et une baisse progressive des besoins en oxygène de 40 à 15 litres par minute. À J20 de prise en charge en réanimation, une deuxième aggravation avec une augmentation des besoins à 40 litres par minute, une tachycardie, un emphysème sous-cutané, à la biologie des dédimères élevés à 1115, une CRP à 49 et une lymphopénie à 900. Une angio-TDM thoracique a été faite, infirmant le diagnostic d'embolie pulmonaire et a mis en évidence un pneumomédiastin de grande abondance et une stabilité des lésions parenchémateuses par rapport à l'examen précédent.
Donc, la conduite à tenir était de maintenir la dose, la dexaméthasone à 8 mg x2, au petit flot 40 litres par minute, puis dégraissant progressive, décubitus ventrale et l'eau veineuse 0,8 x 2, avec une évolution favorable, une baisse des besoins en oxygène à 6 litres par minute, une disparition du pneumomédiastin au contrôle scanographique. Et devant cette évolution favorable, la corticothérapie a été arrêtée au bout de 24 jours et le patient a été transféré à notre service de pneumo-Covid à J30 de prise en charge. Donc, l'examen à notre service trouve un patient obèse avec un IMC à 34 kg par mètre carré, une saturation à 96% sous 6 litres d'oxygène, des crépitants aux deux bases pulmonaires, absence d'emphysème sous-cutané, stable sur le plan hémodynamique et neurologique. À la biologie, les globules blancs étaient normaux, une lymphopénie à 1200, une anémie inflammatoire à 11,8, baisse du taux des dédimères à 886, les troponines étaient négatives, CRP à 44 et l'ECG était sans anomalie. La conduite à tenir était de le mettre sous oxygène 6 litres par minute, traitement de fond de l'HTA, vitaminothérapie, HBPM dose préventive, IPP. Donc, on n'a pas repris la PPC vu l'insomnie, mais on a mis le patient sous atarax et dort mieux vu la contre-indication au somnifère et on a pratiqué une PCR de contrôle qui est revenue négative. Donc, AJ4 de prise en charge dans notre service, soit 34 de prise en charge globale, une troisième aggravation avec une augmentation des besoins en oxygène de 6 à 13 litres par minute, pas d'expectoration infectée, pas de douleur thoracique ni d'orthopnée, un pic fébrile à 38,5 a été noté la veille sans signe d'appel infectieux, des crépitants des deux bases pulmonaires et une tachycardie à 100 battements par minute. À la biologie, une élévation des dédimères à 1790, les lymphocytes à 1700, une CRP à 14 et des troponines négatives. Donc, face à ce patient et devant cette aggravation de l'état respiratoire, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? S'agit-il d'une embolie pulmonaire, d'un œdème aigu des poumons, d'une complication mécanique, d'une pneumopathie nosocomiale ou bien d'une extension des lésions liées au COVID-19? Et je lance le premier sondage. Donc, je vois que la majorité ont répondu juste pour l'embolie pulmonaire, mais attendez, en fait, ça passe pas à la diapo, hein, c'est bon. Donc, toutes les réponses sont justes. Et chez notre patient, après avoir complété par un bilan biologique et une angio-TDM thoracique, pas d'embolie pulmonaire, éliminé par l'angio-TDM, pas d'œdème aigu des poumons, en effet, pas d'orthopnée, pas d'expectoration mousseuse, pas de signe TDM, pro-BMP et troponine négative et ETT sans anomalie, pas de complications mécaniques, pas de pneumopathie nosocomiale, donc pas d'expectoration purulente, pas de syndrome inflammatoire biologique, pas de foyer parenchymateux à la TDM et pas d'extension des lésions liées au COVID-19 non plus. Donc, en l'absence de cause évidente à l'aggravation de l'état respiratoire, quelle serait votre conduite? Majorez-vous l'anticoagulation, oui ou non? Et je lance le premier sondage. Donc, deuxième question, reprenez-vous la corticothérapie, oui ou non? Et je lance le deuxième sondage.
Donc, il n'existe pas de réponse correcte à ces deux questions dans la littérature, mais nous, pour notre patient, on a opté pour une majoration de l'anticoagulation et une reprise de la corticothérapie. Pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'il s'agissait d'une aggravation aiguë de l'état respiratoire avec élimination des diagnostics alternatifs nécessitant une majoration du traitement. Donc, s'agit-il d'une exacerbation de la maladie à l'instar des autres maladies inflammatoires telles que la PID, la BPCO ou l'asthme, liée à une majoration des phénomènes physiopathologiques de la maladie? Et ces phénomènes physiopathologiques de la phase post-aiguë ne comportent pas une action virale directe, contrairement à la phase aiguë, mais ils sont plutôt liés à une hypercoagulabilité, des lésions endothéliales et microvasculaires, des lésions d'origine inflammatoire, des lésions liées à la dysrégulation immunologique et des séquelles post-critiques des formes sévères qui sont liées à l'ischémie microvasculaire, à l'immobilité et aux altérations métaboliques durant l'épisode aigu. Et les études autopsiques montrent que les lésions histopathologiques sont un type de dommage alvéolaire diffus, prolifération myofibroblastique, fibrose murale et rayon de miel, micro- et macrothromboses qui sont présentes dans 20 à 30% des cas et absence de persistance de l'infection virale. Donc, ce qui suggère la venue de lésions aiguës et d'évolution rapide de fibrose après résolution de l'infection active. Et cette fibrose, elle ferait intervenir l'interleukine 6 et le facteur de croissance. Donc, qu'en est-il de la prise en charge de ces exacerbations? Il n'existe pas de recommandation dans la littérature, mais pour notre patient, devant la sévérité du tableau clinique et pour s'attaquer aux phénomènes physiopathologiques, on a opté pour une réintroduction de la corticothérapie et de l'anticoagulation à dose curative et l'évolution était bonne avec une baisse des besoins en oxygène de 13 à 6 litres au bout d'une semaine. Donc, en effet, les données de la littérature concernent surtout la phase aiguë et plusieurs études ont été faites avec des molécules variables à des doses variables de corticoïdes sur une durée ne dépassant pas les 4 semaines et sont en faveur de l'utilisation des corticoïdes avec une réduction de la mortalité, de la durée de la ventilation mécanique et de la durée d'hospitalisation et ce en tenant compte de la balance bénéfice-risque. Un autre essai contrôlé randomisé espagnol dans le cadre du SDRA toutes causes confondues, utilisant des doses plus augmentées d'hexaméthasone de l'ordre de 20 mg pendant 5 jours et de 10 mg pendant 5 jours, a conclu à une augmentation du nombre de jours moyens sans ventilation mécanique chez les patients du groupe d'hexaméthasone par rapport au groupe témoin. Et cette démarche est adoptée par plusieurs équipes soignantes. Donc, par contre, au-delà du délai de 3 mois, il n'existe pas de données dans la littérature, mais devant l'évolution fluctuante sur plusieurs semaines ou mois, l'intérêt théorique est de s'attaquer précocement aux lésions aiguës de fibrose. Et il existe une étude de cohorte anglaise incluant 19 patients qui évalue de façon précoce les patients qui présentent donc des lésions TDM de POC et qui ont répondu favorablement à la corticothérapie. Donc, en l'absence de données claires et de recommandations sur la prise en charge de ces aggravations, on conclut que cette prise en charge, elle doit être personnalisée et elle doit tenir compte de la balance bénéfice-risque pour chaque patient. Donc, chez notre patient, l'évolution était favorable avec un sevrage progressif en oxygène au bout de 59 jours du début des symptômes, soit 49 jours de prise en charge globale. La corticothérapie a été arrêtée au bout de 8 jours de la reprise et il a été mis sortant le 28 janvier 2020, soit à J52 d'évolution. Donc, selon vous, est-ce que cette évolution est compatible avec un long Covid, oui ou non? Et je lance le sondage. Donc, je vois que la majorité des personnes ont répondu par oui. Et donc,
En effet, il s'agit d'une évolution compatible avec un long Covid. Et pour définir, donc, le Covid a été utilisé par les patients, puis repris dans la littérature pour qualifier ce phénomène, mais elle n'est cependant pas adaptée par toutes les communautés scientifiques. Donc, le NICE parle de long Covid qui inclut les symptômes persistants et c'est les symptômes qui se prolongent de 4 à 12 semaines au-delà de la phase aiguë et du syndrome post-Covid-19 et c'est les symptômes qui persistent au-delà de 12 semaines. Le CDC préfère la terminologie de post-aigu et l'AHS adopte plutôt le terme symptômes prolongés. Donc, mais cette terminologie reste en constante évolution et les dernières données de la littérature distinguent plutôt la COVID aiguë, la COVID subaiguë et la COVID chronique à l'instar des autres pathologies connues. Et la COVID-19 post-aiguë inclut la COVID-19 subaiguë ou persistante et c'est les symptômes qui persistent de 4 à 12 semaines de l'épisode aigu et la COVID-19 chronique ou post-COVID-19 et c'est les symptômes qui perdurent de 12 semaines à 6 mois au-delà de la phase aiguë et qui sont non expliqués par des diagnostics différenciés. Donc, quelle est la prévalence et quels sont les facteurs de risque de la COVID post-aiguë? Elle touche 10% des personnes infectées. Elles surviennent surtout donc, devant un tableau aigu sévère chez les patients obèses ayant des comorbidités respiratoires, l'âge avancé, la race notamment noire et asiatique et le genre féminin. Donc, quelle modalité de suivi proposez-vous pour le long Covid? Appel téléphonique pendant 15 jours après la sortie, évaluation clinique à 1 mois, évaluation clinique fonctionnelle et scanographique à 1 mois, évaluation clinique à 3 mois ou évaluation clinique fonctionnelle et scanographique à 3 mois. Et je lance le sondage. C'est une question à réponse multiple. Donc, les réponses correctes sont appel téléphonique pendant 15 jours après la sortie, évaluation clinique à 1 mois et évaluation clinique fonctionnelle et scanographique à 3 mois, et ce, selon les recommandations. Donc, ce suivi est nécessaire afin de détecter précocement les séquelles, pouvant être d'ordre respiratoire, général, neuropsychiatrique, cardiovasculaire, rénal ou dermatologique. Donc, chez notre patient et dans notre service, à la sortie, les appels téléphoniques quotidiens jusqu'à 15 jours de la sortie faits par la kiné du service qui avertit le médecin en cas de plainte fonctionnelle. La consultation à 1 mois comporte un interrogatoire minutieux selon une fiche préétablie, un examen physique minutieux et une radiographie du thorax. Et donc, notre patient a bénéficié d'une évaluation selon le score SF36, validé donc, en arabe tunisien dialectal et qui évalue les signes et les symptômes physiques et psychologiques post-Covid-19. Et l'évaluation a trouvé une persistance de la dyspnée stade 1 MMRC, une toux sèche intermittente, une insomnie, des arthralgies des grosses articulations, une saturation à 96-97% à l'air ambiant et à la radiothorax, un syndrome interstitiel bilatéral. À 3 mois, la consultation comporte un interrogatoire minutieux, un examen clinique, une évaluation fonctionnelle, spirométrie, DLCO et test de marche de 6 minutes, 6 anomalies TDM ou symptômes persistants, et une TDM thoracique en cas de symptômes persistants. Donc, la consultation, chez notre patient à la consultation de 3 mois, on a noté une perte de poids volontaire estimée à 13 kg, une toux sèche intermittente, une dyspnée stade 0 MMRC et une saturation à 97% à l'air ambiant. À la TDM thoracique, des séquelles pulmonaires post-Covid-19 avec des signes de fibrose, à la spirométrie, un profil restrictif et au test de marche de 6 minutes, une distance
parcouru estimé à 41% par rapport à la valeur théorique et une désaturation en fin de test à 85%. Donc, en conclusion, les manifestations cliniques de la COVID-19 ont un caractère polymorphe et fluctuant, source d'inquiétude pour les patients et source d'interrogation pour les cliniciens. D'où la nécessité donc, d'études à plus large spectre pour confirmer l'intérêt de la corticothérapie et de l'anticoagulation de ces aggravations respiratoires. Et vu le risque important de séquelles post-Covid, une évaluation systématique et une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire est nécessaire. Donc, et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce cas, donc ce cas clinique qui est très intéressant et qui soulève justement le problème de ces formes de Covid qui mettent qui vont évoluer pendant assez longtemps avec des aggravations au cours de l'évolution. C'est des patients qu'on est en train de voir assez régulièrement. Même si la chose qui m'a un peu étonné, c'est cette variation très importante en besoin d'oxygène. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans les services Covid, avec nos jeunes résidents et les infirmiers que nous avons, ils ont tendance, dès que le patient s'aggrave, à augmenter le débit d'une manière très importante. C'est-à-dire que si le malade est gêné, on passe de 10 litres à la limite à 30 litres, alors qu'on aurait pu augmenter à un débit un peu plus faible. Mais est-ce que vous expliquez ces variations très importantes des besoins en oxygène, alors que finalement les explorations que vous avez faites n'ont pas donné une explication à cette aggravation? Alors, bonsoir. Je prends la parole. Alors, oui, allez-y. Vérifier à plusieurs reprises la saturation avant de conclure à une aggravation, effectivement, ça nous a un peu surpris nous aussi. Donc, on a essayé des séances de décubitus ventral, on a vérifié la saturation avec des saturomètres portables et des saturomètres d'escope. Et finalement, en effet, le patient s'est aggravé et est passé de 6 litres à 13 et 11 litres d'oxygénothérapie en une journée. Donc, effectivement, devant cette aggravation, éliminer une cause évidente et rapidement traitable ou curable, telle qu'une embolie pulmonaire ou un œdème aigu du poumon s'impose, d'où l'enquête étiologique qui en découle. Et pour ce patient, effectivement, on n'a pas trouvé d'explication, ce qui a soulevé plusieurs interrogations. S'agit-il des phénomènes inflammatoires qui s'aggravent de nouveau à l'arrêt de la corticothérapie? En se référant à la littérature, la durée de la corticothérapie était à 10 jours. C'est bon, vous avez présenté tout ça. Juste un petit commentaire par rapport à la question de Rita, éventuellement. Alors, vous avez bien étalé les commentaires lors de la présentation. En fait, je fais la visite tous les jours, donc c'est moi qui ai suivi tous les jours ce malade et il a augmenté ses besoins de façon brutale et moi, mon objectif d'oxygène était 93-94% pour ce malade. Je ne visais pas un chiffre plus haut du moment qu'il est resté très, très longtemps en réa. Et pour les malades de réa, généralement, c'est des malades qui ne restent pas beaucoup dans le service. Donc, moi, je voulais le sevrer rapidement et le faire sortir. Mais malheureusement, il faisait ces aggravations réellement objectives de son état respiratoire. J'ai deux commentaires par rapport à la prise en charge d'une manière générale. Au début, en termes de dose de corticoïdes en réa, mais enfin, c'est juste pour discuter, je crois que le besoin de 8 mg x 2 n'était pas justifié. On le sait, de par des études, l'étude qui a vraiment apporté ses preuves, les 6 mg et 10 jours, 5 à 10 jours. Maintenant, ça, on le sait, maintenant on le sait avec plus de recul. Alors, je pose des questions aussi par rapport à la corticothérapie, à partir du moment où elle a été à dose forte,
et prolongée pendant jusqu'à un mois et reprise après. Et moi, je pense que c'était opportun de reprendre, à mon avis, bon, ça c'est clair, parce que c'est la question qui se pose à ce stade-là. Et on dépasse tous les 10 jours quand on est, voilà, on reprend quand on est dans des situations pareilles. Le problème ne se pose pas. Alors, je vais poser une autre question par rapport à la progression. Quand vous arrêtez, après 3 semaines, est-ce que vous arrêtez d'une manière brutale? Parce que j'ai vu un mois et arrêt, et j'ai vu une dizaine de jours et arrêt. Donc là, c'est la première chose. La deuxième, c'est par rapport à l'anticoagulation. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a fait l'angioscan, il n'y a pas lieu de donner des doses curatives. Parce qu'il y a aussi le risque hémorragique. Et le Covid, c'est une pathologie aussi à embolie et à hémorragie. Tant qu'on n'a pas pu faire l'angioscan, et on peut tenir compte de facteurs de risque, on peut être dans les risques intermédiaires, on peut être à 0,6 fois 2. À un moment donné, ils ont donné du 0,8 fois 2. Mais je crois qu'il n'y a pas lieu de donner une anticoagulation curative à partir du moment où vous avez éliminé l'embolie pulmonaire. Ça, c'est clair. Sinon, moi, je te dirais, il n'y a pas lieu de faire l'angioscanner, carrément. Le docteur Majdoub, il a fait en fait la même remarque pour dire que nous sommes en train de lire les différents commentaires. Allez-y. Donc, par rapport à la dose de corticothérapie, ce protocole de 8 mg x 2 et puis de 8 mg pendant une durée totale de 10 jours, il est adopté par de nombreuses équipes de réanimation. On a posé la question. Et d'ailleurs, si vous voyez notamment les anesthésistes réanimateurs, c'est un protocole auquel ils sont habitués dans le traitement des SDRA, toutes causes confondues. Alors, pour les doses de corticothérapie, j'ai vu quelques papiers et quelques webinaires où ils parlent même de bolus de corticoïdes, notamment dans les manifestations neurologiques qui sont liées à ces phénomènes inflammatoires. Il y a aussi, les anesthésistes sont habitués à donner aussi des bolus pour les COVID qui sont intubés, qui améliorent leurs paramètres respiratoires, mais qui ne se réveillent pas lors des tentatives de sévrage de la ventilation. Il donne des bolus de corticothérapie pour ces malades. On dirait qu'ils s'adaptent à des phénomènes inflammatoires et à l'intensité de ces phénomènes inflammatoires. Ils augmentent les doses quand les phénomènes inflammatoires donnent des manifestations très intenses et des doses plus faibles quand les manifestations respiratoires, toutes les manifestations sont d'intensité plus faible. Donc, pour l'anticoagulation, comme on l'a dit, c'est un rapport bénéfice-risque. Est-ce que on pourrait ne pas donner des anticoagulants pour un jeune qui aggrave son état respiratoire, pour une pathologie où l'hypercoagulabilité et les microthromboses vasculaires représentent un phénomène physiopathologique important et qui garde des dédimères au-delà de 1000, même si on n'a pas d'embolie pulmonaire sur l'angioscanner. Il y a une recommandation, c'est ça la discussion. Une recommandation de ne pas donner. C'est-à-dire de ne pas donner. Quand vous faites l'angioscan, c'est-à-dire, moi, je suppose que ce malade ait fait un accident, une hémorragie cérébrale. Avec les documents, ce n'est pas admis, c'est les recommandations. Quand on ne le fait pas, on peut le faire dans les formes très sévères. On peut majorer à des risques intermédiaires, mais donner avec un angioscanner négatif, si jamais vous avez des problèmes, vous êtes dans une situation inconfortable. Bon, bien sûr, la physiopathe, sinon on aurait donné à tout le monde, à tout patient. Oui. Pour le protocole tunisien, pour les formes sévères, c'est 0,6 x 2 pendant 28 jours. Mais ce malade est resté grave au-delà de 28 jours. Il n'a pas d'embolie. Remarqué au début de notre observation, quand il est revenu de Réa, nous, on voulait appliquer les recommandations. On l'a mis tout de suite sous 0,4 x 2 en considérant qu'il a un IMC. Mais il s'est aggravé tout de suite après. Et moi, pour moi… Sans faire d'embolie. Mais donc… Il a fait le pneumomédiastin, il a fait les lésions. Avec le pneumomédiastin, on en voit. Il y a des phénomènes mécaniques. Moi, je pense que le pneumomédiastin, c'est un mot péjoratif. On a vu les malades qui ont fait les pneumomédiastins, ils sont passés. Vraiment, mais il n'avait pas de pneumomédiastin sur le scanner de contrôle. Oui, il a bien évolué son pneumomédiastin. Il y a des phénomènes mécaniques.
s'il a pu faire des pneumomédiastins, c'est qu'il y a une rigidité, il y a de la fibrose, vous avez augmenté les doses de corticoïdes, donné et tout ça, je l'accepte. Mais par rapport, s'il n'était pas transportable, le malade, ou si tu es dans un état de détresse, et vous avez fait ce raisonnement, oui. Mais vous avez éliminé, d'accord, je veux bien, mais c'est ça. Et ce qui me dérange, c'est que s'il a fait une complication, or là, il a bien évolué, donc le problème ne se pose pas. Mais s'il a fait une complication, on va dire qu'il n'y a pas d'embolie, on a donné des anticoagulants à dose curative et on a eu des problèmes. Vous l'aurez regardé au 0,6x2 ou 0,4x2? Alors là, c'est un risque intermédiaire, je peux donner 0,6x2. Béchir, est-ce que je peux intervenir à propos des recommandations tunisiennes? Oui, bien sûr. Oui. Alors, les recommandations tunisiennes qui sont en train d'être refaites, et vous allez les avoir bientôt, j'espère, vous allez voir qu'on est de plus en plus économe. Par rapport à l'anticoagulation, le fait d'utiliser des doses intermédiaires, ça n'a pas été démontré. Au contraire, il y a beaucoup de recommandations contre maintenant. Et l'OMS est suivie par plusieurs pays pour dire que quand on monte les doses d'anticoagulation chez les patients sévères, donc les patients de réa ou l'équivalent de ce qui se passe chez nous, eh bien, on aggrave le pronostic vital de ces patients. Donc, ça n'est plus du tout recommandé et on reste dans les doses prophylactiques quand on a prouvé qu'il n'y avait pas d'embolie pulmonaire, comme c'est le cas de ton patient. Bon, tu vas me dire, les recommandations, elles sont faites sur l'ensemble des populations, puisque les doses viennent de populations. Mais il faut quand même être, je pense, où on est evidence-based, où on n'est pas evidence-based. Et une fois qu'on se base sur les données qui ont été faites dans des cas, dans des essais cliniques, on ne peut pas revenir en arrière. C'est l'impression que j'ai. Le deuxième problème qu'on a, c'est quand on met une corticothérapie comme ça, en fait, on ne sait pas où on va. Les essais que vous avez montrés ont tous été faits avec des corticothérapies de 10 jours. Personne ne va plus loin. Il n'y a pas une seule étude qui montre que continuer la corticothérapie, ça améliore les choses. Et ce que nous, on a constaté parmi nos patients, nous, on arrête et on surveille et on reste en symptomatique. On a des patients qui sont sortis dyspnéiques, ont été voir quelqu'un d'autre et ont été mis sous corticoïdes. Et comme par hasard, ce sont tous des patients qui ont développé une fibrose pulmonaire après. Parce que finalement, quand on laisse une corticothérapie prolongée, on sait très bien que ce n'est pas un antifibrotique. Les corticoïdes n'ont jamais d'effet antifibrotique. Par contre, on facilite tous les effets infectieux. Et on ne sait pas en réalité ce qui se passe au niveau du poumon profond par rapport au virus chez ces patients. Et puis, ce patient, il avait un SAS aussi, sur lequel on aurait peut-être dû réfléchir, je ne sais pas. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est attention. La corticothérapie, elle est prouvée à 10 jours, elle est prouvée aux doses qu'on connaît. Pour les BOLI, c'est seulement certaines études qui ont été faites et seulement dans des cas extrêmes de réa. L'atteinte neurologique, c'est vraiment autre chose. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas ce qui se passe dans le poumon. Et pour les anticoagulants aussi, il faut faire pareil. Donc, je pense que même si on est extrêmement inquiet, il faut quand même qu'on reste dans les clous de certaines recommandations parce que c'est ce qui nous protège. S'il arrive quelque chose, on n'est plus protégé. Donc, et nos impressions ne nous permettent pas de soigner des patients, surtout dans des pathologies aussi graves. Je voudrais pas que le message après passe et qu'on recommence à mettre de fortes doses de corticoïdes ou d'anticoagulation. En tout cas, c'est pas ce qui est dans les recommandations. Voilà. Mais sinon, je comprends tout à fait. Ça devait être terriblement angoissant, ce patient, j'imagine. Voilà, tout à fait. Finalement, c'est ça le problème, c'est que finalement, vous avez un patient qui prend en fait 40 litres donc d'oxygène. Et alors, si vous ne donnez pas les corticoïdes et non plus les anticoagulants, c'est une certaine frustration. Ça, c'est tout à fait assez compréhensible. Une toute dernière réponse. Est-ce que Eddie veut répondre? Non? C'est bon. Quelle question? لا مش question اللي باش تعلق على اللي قالته أنيس. Est-ce que vous voulez ajouter? Mais la question que je poserai à professeur Hamzaoui, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans ce cas-là?
C'est une très bonne question. Oui. Honnêtement, j'aurais essayé la VNI. Mais j'aurais pas. Enfin, bon, c'est facile hein, pour moi de dire ça à froid comme ça, mais je ne serais pas remontée ni sur les corticoïdes ni sur les anticoagulants. Et j'aurais surveillé beaucoup de C'était malades. la proposition de César Suisse. Oui, Il vous pose la d'autant qu'en question pourquoi. surveillant, on a eu des patients comme ça et après ça rebaisse. On s'angoisse, on se dit ça y est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et vous attendez quelques jours et spontanément ils se sont améliorés. On en a eu plusieurs hein, comme ça qui s'améliorent après malgré tout. Ou vous désespérez, vous dites ça y est, on va le perdre, on ne sait pas ce qui se passe et puis ça s'arrange. On ne sait pas pourquoi. À la limite, ce qui, on peut discuter, mais bon, pour l'anticoagulation à visée curative, il y a quand même un examen qui a été fait qui est compte. C'est ça ce qui dérange un peu. Pour les autres, on L'éteinte est microvasculaire. dans les situations où il y a des propositions qui peuvent changer de société à une autre, etc. Mais là, par rapport à l'anticoagulation curative, c'est clair. Il ne faut pas aller facilement. Même le Covid, il fait des complications hémorragiques. Il fait de thrombose, il y a de l'hémorragie ailleurs. Donc ça, c'est tranché et vous avez fait le scanner. Maintenant, pour la corticothérapie, il vaut mieux rester dans les doses un peu consensuelles, mais c'est vrai qu'on est démunis. Il y avait qui m'a... Maintenant Et puis en plus, avec tous les problèmes dexaméthasone et des diabètes induits, des diabètes qui sont très aggravés par la corticothérapie. Ça aussi est une complication qui est, il faut, à mon avis, bien en tenir compte. Bien, alors, si nous avons fait le tour de la question, et surtout qu'on va essayer de ne pas être très en retard, parce que je pense qu'on sera quand même en retard, est-ce que si Béchir veut bien présenter la personne qui va présenter le troisième et dernier cas clinique? Alors, le troisième et dernier cas clinique, il va être présenté par le docteur Ribi de l'hôpital de Gebes et on va lui donner tout de suite la parole. J'espère on terminera dans les délais. On essaiera, il est 8h moins 10, voilà, même pas, moins quart. On pourra terminer vers 8h15 ou plus tard. C'est bon, je pense, pour la... Absolument. On vous donne la parole, docteur Ribi. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je me présente. Je suis Ghribi Ouaji, résident en pneumo à l'hôpital régional de Gabès et je vais vous présenter ce cas clinique. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon? Oui, absolument, absolument. Okay. Donc, c'est un patient âgé de 28 ans, sans antécédents pathologiques notables. Il est tabagique à 5 paquets années. Non, c'est vrai. Il a une histoire qui remonte à 3 jours, marquée par une toux sèche, une dyspnée dans un contexte fébrile. Donc, à l'examen, le patient était fébrile à 38,4, polypnéique à 24 cycles par minute. Il désature à l'air ambiant jusqu'à 88%. L'auscultation pulmonaire était libre. Il n'a pas d'hypocratisme digital et l'état hémodynamique était stable. Donc, la première question à poser, quel diagnostic évoquez-vous? Diagnostic avec S. Et je lance le premier sondage. Donc, s'agit-il d'une pneumopathie aiguë communautaire, une pneumopathie à COVID-19, une exacerbation d'asthme ou d'une péricardite? Donc, il n'y a pas de vraie réponse ou de fausse réponse. C'est toujours à discuter. Donc, je pense qu'on a terminé. Je vois bien que 95% d'entre vous ont répondu une pneumopathie à COVID-19, avec 66% qui ont répondu une pneumopathie aiguë communautaire. La deuxième question, c'est quel examen complémentaire vous allez demander? Et je lance le deuxième sondage. Donc, un bilan biologique comportant une NFS-CRP, gaz du sang, radiothorax ou scanner thoracique. Veuillez répondre à la question.
Donc, je vois bien que 89% d'entre vous ont répondu par un bilan biologique NFS-CRP. La moitié d'entre vous ont choisi la gazométrie, la radiothorax chez 41% et le scanner thoracique chez 70% d'entre vous. Donc, on a fait un bilan biologique pour ce patient-là, montrant à l'NFS une hyperleucocytose à prédominance PNN avec 13 900 de PNN, pas de lymphopénie, une CRP élevée à 120, une cytolyse hépatique à prédominance alate avec 4 fois la normale, un bilan rénal qui est correct et des LDH élevés à 346. Au scanner thoracique, donc on voit bien de larges plages envers dépoli sous-pleurales, périphériques et centrales, bilatérales, évoquant une pneumopathie à COVID-19 avec une atteinte jugée sévère entre 50 et 75%. Donc, la PCR faite il y a 5 jours revenue positive. Et bien sûr, on a hospitalisé le patient dans l'unité COVID, mis sous oxygénothérapie par lunette nasale 4 litres minute, de l'enoxaparine à 0,4, une seule injection vu le BMI qui était à 25, de la dexaméthasone 4 mg, 2 ampoules x 2, une double antibiothérapie qui est le protocole à notre service, claforan 1 g x 3, tavanique 500 une fois par jour, des vitamines, vitamine D 5 gouttes par jour et vitamine C 500 x 2, Immunosette, une gélule par jour, et famodine, un comprimé par jour, avec une surveillance respiratoire et hémodynamique. L'évolution a été marquée par l'aggravation de la dyspnée à J3 d'hospitalisation, avec augmentation des besoins en O2 et la nécessité de 12 litres par masque de concentration pour saturer à 95%. Donc, on a fait un angioscan. Donc, voici l'angioscan thoracique pour ce patient, qui ne montre pas d'embolie pulmonaire, mais montrant une aggravation des condensations parenchymateuses en verre dépoli avec une atteinte estimée maintenant à 90%, n'épargnant aucun lobe. Donc, on voit bien les larges plages des verres dépoli avec des condensations bilatérales et diffuses. Donc, à J8 d'hospitalisation, devant la non-amélioration clinique et la persistance du syndrome inflammatoire et biologique, on a changé l'antibiothérapie, on a mis le patient sous Tinam Amiclan. Donc, à J12 de Tinam et après 5 jours d'Amiclan, on note une diminution des besoins en oxygène. Le patient il a besoin de 5 litres pour saturer à 96%. On a une apyrexie durable. À la biologie, la CRP était à 4, les blancs à 15 000. On a fait quand même des sérologies VIH, hépatite B et C qui sont revenus négatifs. Une PCR de contrôle à J18 d'hospitalisation revenue négatif. Donc, on a transféré le patient en pneumologie. Donc, au service de pneumo, on a arrêté l'antibiothérapie. On a mis le patient sous corticothérapie par voie générale avec dégression progressive, une corticothérapie inhalée et dégression des débits d'oxygène jusqu'au sevrage complet à J2 d'hospitalisation en pneumologie, soit J24 d'hospitalisation en total, avec une saturation à 96% à l'air ambiant. Donc, le patient était mis sortant avec un rendez-vous dans un mois et un scanner thoracique de contrôle. Donc, et voici les courbes du scanner de contrôle. Donc, qui montre une nette régression de l'atteinte parenchymateuse, presque la disparition totale des condensations en verre dépoli, mais l'apparition de signes de fibrose pulmonaire débutante, qui sont faites d'épaississement irrégulier des lignes septales, comme on voit par ici, et des bronchectasies par traction, comme on voit ici. Donc, devant l'aspect scanographique montrant des signes de fibrose pulmonaire débutante, sachant que le patient il a présenté une nette amélioration clinique, gardant une dyspnée stade 1 MMRC et une saturation à 97% à l'air ambiant. Quelle est votre conduite à tenir? Et on lance le sondage. Donc, est-ce qu'on doit mettre le patient sous corticothérapie par voie générale, sachant qu'on a arrêté la corticothérapie après la dégression, garder le patient sous corticothérapie inhalée, le mettre sous traitement antifibrotique ou une abstention thérapeutique avec surveillance radiologique? Veuillez répondre à la question. Donc, je vois bien que la majorité d'entre vous ont choisi l'abstention thérapeutique et la surveillance radiologique. C'est 65% d'entre vous. Ce n'est pas ce qu'on a fait au service. Donc, on a mis
Donc, on a mis le patient qui était sortant, à l'air ambiant, 96%. On n'a pas mis une anticoagulation, vu que son score improve VTI il est égal à 1. Et on a mis le patient sous corticothérapie inhalée et corticothérapie par voie générale, 0,5 mg kg de prédnisone pendant un mois, puis diminution de 10 mg tous les mois. Et on va revoir le patient à 3 mois avec un scanner de contrôle. Donc, à 3 mois, le patient il est eupnéique, il n'a pas de dyspnée d'effort. Il sature à 99% à l'air ambiant. Test de marche 6 minutes, la saturation après le test était à 98%, avec une distance parcourue à 750 mètres. Et le scanner de contrôle, donc disparition complète du verre dépoli et des signes de fibrose. Donc c'est un scanner thoracique tout à fait normal. Donc au total, il s'agit d'un homme jeune âgé de 28 ans, sans antécédents pathologiques, tabagique à 5 paquets années, admis à l'unité Covid pour IRA en rapport avec une pneumopathie Covid-19 avec une atteinte parenchymateuse estimée sévère, compliquée d'une fibrose pulmonaire qui a très bien évolué sous corticothérapie inhalée et par voie générale. Donc, voyons voir la littérature que dit la fibrose pulmonaire post-infectieuse due au Covid-19. La prévalence exacte n'est pas encore connue. La littérature a montré que le scanner thoracique des patients guéris du Covid montre l'apparition de fibrose dans près de 25% des cas. Selon notre expérience, on a hospitalisé 698 patients dans la période entre juillet 2020 et mars 2021, avec seulement 10 malades qui ont développé une fibrose, soit 1,4%. Donc la pathogénie, elle se réduit à des phénomènes inflammatoires importants et durables et mise en jeu des cytokines, une atteinte de la microcirculation par des événements thromboemboliques, activation aberrante de la réponse immune innée et une augmentation du stress oxydatif. Ceci va induire une réponse réparatrice pathologique où se produisent des lésions de fibrose. Donc, les facteurs prédictifs, c'est le sexe masculin, le tabagisme actif, les comorbidités HTA et diabète, l'inflammation systémique importante, un taux faible de plaquettes, hémoglobine, leucocytes et lymphocytes, un taux élevé d'LDH, une atteinte parenchymateuse initiale sévère sur le scanner thoracique, une durée d'hospitalisation plus longue, une hospitalisation en réanimation, et une administration de corticoïdes ou d'antiviraux pendant une longue période. Donc, le traitement préventif, 3 stratégies pour réduire la probabilité d'installation de cette complication, soit l'inhibition plus intense et prolongée de la réplication virale, notamment par les antiviraux, une inhibition de longue durée de la réponse inflammatoire, telles les antibiotiques, ou une administration d'antifibrotiques. Pour le traitement curatif, voici un schéma qui résume les suggestions thérapeutiques. Donc, on peut donner des antiviraux tels que le remdesivir ou l'opinavir, ritonavir. On peut donner des minéralocorticoïdes tels que la spironolactone. On peut donner des traitements qu'on peut donner pour les IFP, tels que la perféridone, nintadanib. On peut donner aussi des activateurs de plasminogènes ou des traitements de médecine chinoise tels que la tétraandrine, qui est une herbe médicinale alcaloïde qui agit comme inhibiteur calcique. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et avant de terminer, j'ai un proverbe tibétain qui explique le secret d'une longue et heureuse vie. Et merci beaucoup. C'est bien, docteur Gribi, pour cette belle présentation. Alors, il y a des remarques. Les gens se demandent pourquoi vous avez considéré, docteur Mjid, je vois pourquoi vous avez considéré que le malade a de la fibrose. C'est sur les lésions scanographiques. Donc, j'arrête. On a eu au scanner à 1 mois, on a eu des épaississements irréguliers des lignes septales et des bronchectasies par traction. Et pas de rayon de miel. Pas de rayon de miel. L'autre aspect, vous avez appliqué dans le traitement le protocole français dans les recommandations pour la corticothérapie. Vous avez donné 0,5 mg avec réduction par palier de 10 mg. Oui, tout à fait. Alors, cette recommandation, elle est plutôt réservée pour les patients qui s'aggravent. C'est-à-dire que les patients qui s'aggravent, et on trouve des lésions lorsqu'on fait les scanners de contrôle qui peuvent évoluer ou des débuts de fibrose ou qui peuvent évoluer dans un processus vers la fibrose, on va dire, de réticulation bronchectasie, mais avec une aggravation. Or, votre patient, il était dans l'amélioration. C'est pour ça que la majorité ont répondu ici par l'abstention. Wait and see. On n'était pas dans une situation forcée d'essayer les corticoïdes. Voilà un peu
Pour appliquer cette recommandation française, c'est lorsque les formes sont dyspnéiques et sont aggravées, et alors que là, il est dans une voie d'amélioration. Pardon, je ne vous ai pas entendu, j'ai un problème de connexion. Excusez-moi, docteur Louzi. D'accord. Vous avez appliqué les recommandations françaises par rapport à cette corticothérapie, mais habituellement, elle est réservée aux formes qui s'aggravent. Or là, le patient était dans l'amélioration pour le cas de vos patients. Parce qu'il y a des patients qui font des pneumopathies organisées, qui évoluent vers une fibrose, et on voit même des nouvelles lésions apparaître au décours de l'évolution. Alors que pour votre patient, au contraire, il est sur un versant d'amélioration spectaculaire sans corticoïdes. C'est pour ça que je dis, donner 3 mois de corticoïdes avec des paliers de 10 mg, c'est peut-être trop par rapport à ce qu'il avait. Voilà un peu ce que je voulais dire. On a donné les corticoïdes vu que le patient, c'est vrai, il s'améliore cliniquement, mais scanographiquement, on a de nouvelles lésions de fibrose. Primo et secondo, le patient était jeune, il avait 28 ans, donc on a fait un staff et on a décidé de le mettre sous corticothérapie. Je ne sais pas si c'est la corticothérapie qui l'a amélioré et nous a donné l'amélioration clinique et scanographique, ou c'est l'évolution même de sa pneumopathie due au Covid-19 et la fibrose. Est-ce que le scanner était indiqué après 1 mois seulement de la sortie? Parce que généralement, on préconise de faire le scanner après 3 mois. Est-ce que vous avez fait le scanner d'une manière systématique ou bien est-ce que parce que vous avez remarqué que le patient s'est aggravé, et c'est ce qui a justifié cette demande assez précoce du scanner? On a demandé précocement le scanner vu l'âge jeune du patient et l'atteinte sévère qui est à 90%. Donc, on a choisi de faire un scanner précoce et un autre scanner à 3 mois. Vu qu'on ne dispose pas d'appareil d'exploration fonctionnelle respiratoire à Gabès pour le moment, donc on a préféré de surveiller le patient avec des scanners. Oui, et puis à 1 mois, sur le plan fonctionnel, pas exploration, pas spirométrie, mais sur le plan fonctionnel, vous avez remarqué qu'il allait mieux. Oui, il y a une dyspnée à stade 1 à MMRC sans désaturation. Oui, et c'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, je pense que le diagnostic de fibrose, il faut revoir le scanner parce qu'un patient qui, après 1 mois, il est amélioré sur le plan fonctionnel, bon, est-ce qu'on peut parler d'une fibrose après 1 mois seulement de l'évolution et qui va disparaître après 2 mois, alors qu'entre-temps, symptomatiquement, le patient, il s'est amélioré? Bon, il faut dire que sur le plan imagerie, il y a probablement des éléments en faveur. Mais je ne sais pas, est-ce que tu as l'habitude de demander un scanner après 1 mois? Parce que peut-être, nous, on n'a pas l'habitude de le faire, mais je ne sais pas si… Un mois, c'est trop tôt. Nam? Je pense 1 mois, c'est trop tôt quand on a une bonne évolution. Voilà. 1 mois, c'est trop tôt quand on a une bonne évolution. Il aurait eu des complications de suggestion, mais sinon, il n'y a pas lieu de le faire. Et on aurait attendu le délai de 3 mois, et surtout quand on a une amélioration. On aurait peut-être épargné l'utilisation des corticoïdes. Maintenant, est-ce que… voilà, on peut dire, madame, moi je pense par rapport à ça. Oui, et c'est pour cette raison que la prise sur corticoïdes. Il y a aussi autre chose qu'on peut évoquer maintenant, le traitement de la fibrose. Pour parler sur le plan théorique actuellement, vous avez bien montré qu'il y a actuellement plusieurs propositions, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments suffisants pour indiquer tel ou tel donc, traitement. Il reste des suggestions thérapeutiques et non pas des traitements validés. Oui, absolument. Actuellement, pour le traitement antifibrotique, oui. Il y a un essai en cours qui est d'ailleurs démarré et fait par les Français. C'est dans les pneumopathies chroniques fibrosantes post-Covid et progressives. C'est-à-dire que le malade, à 3 mois et à 4 mois, etc., il y a un processus fibrosant confirmé post-Covid qui s'installe et qui progresse. Alors, il y a un essai en cours pour mettre ces malades
surtout de mettre ces malades sous antifibrotiques, notamment un essai par le nintédanib. Donc, c'est un essai qui concerne les patients qui présentent un processus pulmonaire, donc progressif de fibrose post-Covid. Une pneumopathie interstitielle diffuse, fibrosante, progressive, donc la fibrose, elle progresse, secondaire au Covid. Ils l'ont fait. Ça a fait ses preuves pour certaines pathologies fibrosantes connues, telles que la sclérodermie, telles que les PR, telles que les PHS, qui évoluent sur un mode fibrosant, malgré tous les traitements destinés de manière contre les pathologies type PR ou PHS ou sclérodermie. Et ils ont fait ce parallélisme et il y a un protocole en cours pour dire s'il y a des résultats ou pas. Je n'ai pas vu, en fait, dans la littérature, mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce qu'on a essayé de faire des lavages alvéolaires? Est-ce qu'on a une idée sur le profil cellulaire de ce type de fibrose? Parce que il est vrai qu'actuellement, on parle d'une forme qui s'approche de la PHS. Mais je ne sais pas si cette corrélation, elle s'est basée sur des données du lavage alvéolaire. C'est en cours, en fait. Là, les Français, ils ont lancé une méta-cohorte où on peut participer, nous aussi, où justement, ils font des lavages à 3 mois quand les patients vont s'aggraver, mais on n'a pas encore les données. Et effectivement, tout ça, c'est quand c'est à 3 mois déjà, et ils sont en essai thérapeutique. On ne sait pas du tout si ça va marcher ou pas. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une autre. Oui, Béchir, tfadal. Même ordre d'idée par rapport à ce que vient de rapporter Agnès. Il dit que dans la fibrose, si jamais on a les éléments de fibrose, surtout dans les contrôles après 3 mois, on voit une fibrose qui s'installe. Donc, l'attitude, il faudrait l'explorer et il est recommandé de faire le lavage et de faire le bilan immunologique et de se dire même que c'est peut-être, il y avait un terrain prédisposé et ces gens, il faut les explorer comme on a l'habitude d'explorer des PID et fibroses. Non commande d'aller carrément vers les explorations pour retenir à la fin que c'est une processus fibrosant parce qu'on n'a pas trouvé d'autres causes et on va retenir le Covid comme étant la cause de ce processus pulmonaire fibrosant. Donc, on pousse à des explorations type lavage, type bilan général pour voir est-ce qu'il n'y a pas une prédisposition ou d'autres maladies qui ont fait que cette évolution a été vers un processus fibrosant chronique. Oui, il est vrai qu'actuellement, la tendance est de ne pas dire que tout est en rapport avec la COVID-19. Et il faut chercher autre chose qui était présente avant. Moi, je voudrais aussi faire une autre remarque. Il y a l'un de nos amis qui a posé la question pourquoi vous avez fait tant de scanners. Je ne parle pas du cas clinique actuel, mais du précédent. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude, lorsque le malade arrive, on fait un scanner. Et après le scanner, lorsqu'il s'aggrave, on ne fait pas toujours un autre scanner parce que vous avez un patient qui arrive le matin, il est sous 10 litres, sous 5 litres. Le soir, il est sous 10 et puis le lendemain, il est en réanimation. Donc, généralement, on n'a pas tendance, dans des cas qui évoluent comme ça assez rapidement, on n'a pas l'habitude de faire et de refaire le scanner après 24 ou bien après 24 heures ou après 2-3 jours. Alors, le problème qui se pose, c'est que lorsque le malade revient après 3 mois, nous, on a tendance à faire la comparaison avec le scanner qu'il a eu au moment où il est venu la première fois. Et il nous est arrivé des fois de voir un patient qui a des lésions plus importantes que les lésions qu'on a vues le premier jour, mais le patient, 2 jours après, il s'est aggravé, il est passé en réanimation, le scanner n'a pas été fait, et il est probable que finalement, lorsqu'il a fini à la fin de l'hospitalisation, il avait un scanner qui était pire que celui qui a été fait la première fois. Et c'est pour cette raison qu'on peut se poser la question,
est-ce que finalement, le scanner, on le fait le premier jour? Si le malade, en fait, s'aggrave après 4-5 jours, on évoque une embolie pulmonaire, c'est une indication pour refaire. Mais si l'évolution, elle est constante depuis le début, je pense que, en tout cas, nous, on ne refait pas le scanner après 2 jours. Et le problème, c'est qu'après, lorsque vous allez le voir après 3 mois, vous allez vous baser sur un scanner qui n'était pas le scanner qui a été fait au pic ou bien à l'apogée de l'infection. Est-ce que vous avez, quel est votre avis sur le sujet, Sébastien? Tu ne m'as pas entendu, Béchir. Je réponds par rapport à ça. Par rapport au scanner. Oui, est-ce qu'il faut refaire le scanner à mon avis, s'il y a eu une atteinte au début, c'est bien de faire un scanner à 3 mois. À 3 mois. Non, la bouche après 3 mois. Il gît le premier jour et on fait le scanner. Mais au bout de 2-3 jours, il s'aggrave rapidement, comme tous les malades qui passent en réanimation. Alors, il est transféré en réa sans faire obligatoirement un deuxième scanner 2-3 jours après. Maintenant, il a sûrement aggravé ses lésions. Et puis, lorsqu'il revient après 3 mois, et lorsque vous comparez avec le scanner qui a été fait en fait le premier jour, on peut trouver une certaine aggravation. Elle est due au fait qu'on va comparer avec un scanner initial. Je ne sais pas si tu as saisi. Oui, il faut tenir compte, oui, ça c'est clair, il faut tenir compte de cette évolution. Il peut y avoir des pics et ils s'aggravent très très rapidement. Alors, je vois des commentaires et des réponses qui défilent sur l'écran. Donc la même chose, Mariam Jid, pourquoi fibrose alors qu'il n'y avait pas tous les éléments. Hejr Rassil qui nous rappelle que la Société de radiologie française recommande on n'a pas le droit de parler de fibrose à 1 mois et à 3 mois, même si on a des lésions de distorsion de bronchectasie par traction. Ces lésions peuvent disparaître à 6 mois, effectivement. On n'est pas dans une UP idiopathique, on est dans une forme où on va dire que c'est une forme probable et on fait des biopsies, on trouve qu'il y a de l'impact de fibrose dessus. Là, on est dans un processus évolutif infectieux qui s'installe et il faut laisser le temps, sauf si vous avez vraiment des lésions de fibrose apparues et installées ou elles sont progressives. Voilà ce que je vois. Zouhair qui fait des remarques, un commentaire par rapport à l'antibiothérapie. Pourquoi claforant tavanique pour tous les cas? Oui, bon, effectivement. Moi, je vois que dans cette forme-là, le tableau a commencé par une forme un peu trompeuse, mais on avait un peu la PCR qui confirmait. Je rappelle qu'il avait 18 000 blancs, il avait une CRP à 300. Et on pourrait se dire qu'il y a de la surinfection associée, alors donner ou pas les antibiotiques. Moi, je pense que c'est peut-être justifié de le donner dans cette situation. Mais pourquoi toujours claforant tavanique? C'est une bonne réflexion. Alors, Sonia Maalej, le lien entre la prescription des corticoïdes et la régression des lésions n'est pas certain. Bon, oui, c'est un peu, oui, tout à fait, une remarque. Je crois que OJ n'est pas connecté parce qu'il n'interfère pas, donc on pourra. Si je vous entends, mais je préfère entendre votre réponse. OJ, d'accord. On avait donc déjà quelques commentaires. Est-ce que c'est bien d'interagir si tu veux interagir? Donc c'est juste que j'ai vu une question sur les sérologies. Pourquoi les sérologies? Donc, c'est un patient jeune à 28 ans. Pourquoi il fait une forme aussi sévère? Donc, on a suspecté une immunodépression, peut-être due au VIH ou à l'hépatite. Donc, c'est pour cela qu'on a fait les sérologies pour ce patient-là. Bon, il faut dire que actuellement, avec l'expérience, nous avons acquis une certaine expérience dans la gestion du Covid-19 dans la phase aiguë. Alors, étant donné que cette épidémie, elle se prolonge, elle perdure, nous sommes actuellement rattrapés par les problèmes de fibrose, des problèmes par le post-Covid. Et il est vrai qu'aujourd'hui, actuellement, la littérature donc mondiale, elle ne nous donne pas beaucoup de réponses sur la conduite à tenir avec ce type de malade. Et je pense qu'il faut attendre encore quelques mois pour avoir des idées plus claires.
mais c'est vrai qu'on est en train de voir. Alors, aussi, on n'a pas parlé chez ces patients de tous les problèmes de la dyspnée persistante, de l'hypoxie qui peut persister après des mois, du déconditionnement physique. Et ceci n'est pas valable uniquement pour les malades qui ont eu un séjour en réanimation. Nous avons vu des cas qui ont fait en fait des Covid une forme assez légère, mais qui après ils ont continué à avoir une dyspnée, à avoir des symptômes, pour dire que finalement le post-Covid n'est pas vu uniquement dans les formes sévères, on le voit même avec des formes plus modérées. Et pour répondre à Dr. Maalej. Oui, allez-y. C'est pour répondre à Dr. Maalej à propos du test de marche de 6 minutes, ce qu'on a fait pour le patient avec une distance totale à 770 mètres et une saturation à la fin du test à 97%. Une bonne performance. Je vois une main levée de Agnès. Est-ce qu'elle veut intervenir, Agnès? Bon. Avec plaisir, c'est juste. Oui, c'est juste bien sûr, vas-y. Autant je suis d'accord avec vous pour les longs Covid, pour le moment, on est vraiment encore dans le flou et a priori, moins on fait de choses enfin, à part la réhabilitation, rien n'a prouvé vraiment son efficacité, mais la réhabilitation, par contre, si. Autant pour les phases aiguës, je pense que les choses sont vraiment de plus en plus claires et plus on est économe en médicaments et mieux ça vaut. Et donc, ça vaut aussi pour les antibiotiques. Quand on met des antibiotiques aux patients, il faut si vraiment on est très inquiet et on pense qu'il y a une surinfection, il faut absolument faire des prélèvements. Et si les prélèvements sont négatifs, il faut arrêter l'antibiothérapie parce que le risque, c'est de sélectionner les germes. Et après, on se retrouve, et on voit ça souvent, malheureusement, avec des germes hyper résistants dans les services Covid et des malades qui sont surinfectés avec des germes résistants. On a beaucoup de patients de seconde main qui ont déjà reçu de l'amoxiclave, des quinolones, l'azithro bien sûr, et chez qui, quand on se met à chercher, on ne trouve pas beaucoup d'antibiotiques, de germes, mais par contre, ce qui est décrit, c'est des infections à champignons, donc les mycoses. Et donc, il faut vraiment faire attention. Je pense que même les antibiotiques n'ont pas leur place. Oui, absolument. Il faut vraiment avoir la main extrêmement légère chez ces patients parce que le problème, c'est le nosocomial après. Et malheureusement, en réanimation, il y a énormément de pathologies nosocomiales qui se développent, certaines sur lesquelles on ne peut rien. Par exemple, les complications dues à l'intubation. Mais par contre, les pneumonies nosocomiales à germes ultra résistants, c'est notre faute. C'est parce que les patients qui arrivent sont déjà sélectionnés. Donc vraiment, même sur les antibiotiques, il faut vraiment qu'on arrête. Et une surinfection de ville, d'abord, les surinfections, c'est exceptionnel dans le Covid. C'est 3-4% des patients et c'est surtout sur les patients de réa. Et sinon, les complications de l'antibiothérapie, on les voit. Donc, je pense que et les corticoïdes, et les anticoagulants, et les antibiotiques, il faut rester dans les clous. Voilà, merci. Absolument, en sachant que dans les services de réa, c'est les antibiotiques majeurs qui sont prescrits presque d'une manière systématique. Par expérience, c'est-à-dire même si le patient n'a aucun signe en faveur d'une infection bactérienne, je pense que les réanimateurs ont l'habitude de donner systématiquement les antibiotiques majeurs. Actuellement, Non, actuellement, ils cherchent vraiment, en tout cas dans le Covid, ils sont beaucoup plus réticents. Et puis, même s'ils mettent des antibiotiques, quand ils n'ont rien en bactériaux, ils arrêtent. Ils arrêtent tout de suite désormais. Et parce qu'il y a un problème énorme d'acinétobactères résistants,
et surtout d'acinétobactère. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est vrai, quand on est dans une situation de pneumopathie extensive sévère, et on n'a pas de germe, on n'a pas de Covid, donner d'une antibiothérapie probabiliste ou large, etc., pour des malades sévères, ça se comprend. Mais une fois le PCR, le Covid est confirmé, ou le tableau est clair, un tableau de Covid, et on sait que ces surinfections ne sont pas très fréquentes, la désescalade, elle est obligatoire, quoi. Je ne parle pas des patients qui n'ont aucune raison de prendre le Covid, les gens qui ont un petit syndrome grippal en ville, ou le montin, ou le fleucet, ou le roquin, ou le tavanique et tout ça. Donc ça, il faut mettre de l'ordre par rapport à ça. Je pense on arrive au terme, Rida, on est dans le temps. Bien sûr. Oui, tout à fait. On n'est pas très en retard comme on l'a prévu. Bravo. Oui. Et merci à tous les conférenciers, c'était passionnant. Et merci à vous deux. Et merci au laboratoire Opalia. Il faut dire que c'est une excellente initiative parce que ce que j'ai dit au début, c'est que c'est une occasion pour avoir la participation de nos amis du centre et du nord et du sud. Et je pense que même après le Covid, évidemment le post-Covid, de la Société tunisienne des maladies respiratoires, il faut envisager de faire ce type de réunion parce que ça nous permet de nous réunir avec nos amis des autres régions. Et je laisse le mot de la fin à Sibéchir. Merci Rida, merci tout le monde. On tient à remercier les conférenciers du nord au sud, de Neb El Messi et Regueb pour la qualité de ces présentations, l'assistance pour avoir interféré avec les différents intervenants, pour avoir enrichi ces présentations, la STMRA pour nous avoir donné donc cette opportunité de se revoir, de se rencontrer et de discuter d'une thématique qui est actuellement en pleine explosion. Et à mon avis, on est actuellement vraiment en face d'une troisième vague qui actuellement, je pense qu'elle est confirmée. Je ne peux dire que, Inch'Allah, Rabbi ykoun ma'ana, et Inch'Allah, à la prochaine, et bonsoir tout le monde. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir tout le monde.